Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 102.7 FM. Nous sommes au plateau de votre émission Grand Jury, nouvelle année, nouveau mois, nouvelle semaine et c'est la rentrée donc de l'émission Grand Jury aujourd'hui pour encore ensemble avec vous et nos invités décrypter l'actualité sociopolitique de notre pays qui est relative toujours à la question des réformes et depuis hier à la question relative à la baisse des produits pétroliers à la pompe, la baisse donc des prix des produits pétroliers à la pompe. Nous allons également dans ce numéro du jour à ouvrir avec l'attaque de Charlie Hebdo à Paris. C'était le 7 janvier dernier. Voilà donc un peu l'ossature de cette émission Grand Jury que nous vous proposons tous les jours de lundi à vendredi de 10h à 11h sur la 102.7 FM. À suivre également à Palimé via Radio VGK, à Anéco sur Radio Lumière, sans oublier les internautes qui peuvent également nous suivre sur ebenradio.com et sur le www.togovision.com. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Salut à tous les Togolais de la diaspora. Salut également à tous les confrères journalistes qui se battent dans tous les pays du monde pour apporter l'information malgré les conditions les plus difficiles dans lesquelles le travail se fait. Et depuis le 7 juillet, confronté à cette histoire d'attaque donc de terrorisme, nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos meilleurs, vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année 2015 à tous ceux qui nous suivent, que ce soit au Togo, au Bénin, au Ghana, au Burkina, en Allemagne, en Angleterre, dans tout le monde entier. Nos meilleurs vœux, la santé surtout, et que ce que nous avions voulu avoir en 2015, on n'a pas pu les avoir, que nous puissions les avoir en 2015 et que l'année nous apporte beaucoup de bonheur. Donc ce que nous avions voulu avoir en 2014 et on n'a pas pu l'avoir, qu'on les ait tous en 2015 et que cette année nous apporte beaucoup de bonheur et nous permette de gagner là où on avait échoué et de remonter la pente là où on avait trébuché. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Juste pour vous annoncer les couleurs qui vont marquer l'émission Grand Jury en cette année 2015, souffrez qu'aujourd'hui ce ne soit pas le tout début de la nouvelle donne, mais qu'on reprenne un peu. Vous avez suivi, c'était l'ancienne bande. On va revenir dans les prochains jours avec la nouveauté. Ce sera avec vous et ensemble, nous allons contribuer à la construction de notre cher pays, le Togo. Nous avons autour de ce premier plateau de l'émission Grand Jury de l'année 2015, Idelphonse Akbaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Bonjour Idelphonse. Bonjour Rodrigue et bonjour à tous les auditeurs de KNTV. Et très heureux de vous retrouver en forme en 2015. Oui, je rends grâce à Dieu et je rends grâce à Dieu de vous retrouver également et de retrouver tous les auditeurs. Je rends grâce à Dieu de retrouver mon ami Germain Pouli, ici présent, avec qui j'ai l'habitude de débattre. Et donc, c'est tout un plaisir pour moi. Et voilà notre second invité, Idelphonse l'a déjà annoncé, c'est bien sûr Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil. L'honneur vous êtes très, comment dirais-je, comble de vous avoir en studio aujourd'hui pour le premier numéro de l'année 2015 de l'émission Grand Jury. Oui, c'est plutôt l'honneur nous revient à nous et vous nous faites donc cet honneur. Merci d'avoir pensé à nous inviter. Mon ami Idelphonse et moi, Idelphonse qui me tire dessus depuis 2014. J'espère que cette année... Mais c'est pas... Je n'ai pas trouvé de protection, je n'ai pas de gilet pare-balles. Donc j'espère qu'il ne va pas trop tirer en 2015. On souhaite tous nos voeux à nos auditeurs, surtout leur demander beaucoup de tolérance parce que, comme ils peuvent le remarquer, on ne s'entend pas du tout au niveau des idées, mais au niveau de la profession, au niveau humain, nous sommes très proches, malgré les différences idéologiques que nous avons, les différentes visions. Nous sommes restés très proches et pourrons donc le constater. J'espère que ça sera de même pour tous les Togolais. En cette année, on a besoin de cohésion nationale. La démocratie, c'est avant tout un combat d'idées, qu'on s'arrête là au niveau du combat, mais qu'on travaille ensemble pour affronter les défis qui sont face à nous, la pauvreté, la paix et tout ce dont on a besoin, je crois. Voilà le mot d'ordre donc lancé pour cette année 2015. Je rappelle qu'au micro, vous avez votre humble serviteur que vous appelez tout simplement Rodrigue Aego. Il est là, Innocent Zéou, qui m'accompagne à la technique pour la radio KNTB. Émilie est derrière la caméra pour Togo Vision, sans oublier l'équipe
de Eben Radio, Radio VGK à Palimé et Radio Lumière à Anéro. Et comme je l'avais dit, nous allons parler des réformes, mais avant de parler des réformes, nous allons un tout petit peu analyser la situation qui a prévalu le 7 janvier dernier à Paris, lorsque nos confrères étaient en pleine rédaction et que le sort a décidé que ce soit leur dernier jour sur Terre. Paix aux âmes des illustres disparus. Mais je rappelle également que vous pouvez, sur la question des réformes ou encore sur la question de la diminution des prix des produits pétroliers, apporter votre contribution dans cette émission en envoyant vos SMS sur 2 numéros 91 05 80 80 97 25 86 86. Je redonne les numéros 91 05 80 80 et 97 25 86 86. Donc vos SMS seront les bienvenus. Vous pouvez également nous contacter par Facebook en tapant juste Grand Jury dans le moteur de recherche de votre page Facebook et vous allez nous joindre pour vos commentaires. Nous sommes ensemble cette année 2015. Ce sera avec vous, avec nous et avec nos invités. Rapidement, nous allons nous tourner vers Ildefonse pour voir comment il était en son âme de journaliste le 7 janvier dernier lorsqu'il apprenait que des confrères qui ne demandaient qu'à travailler pour apporter l'information aux populations connaissent un sort tragique qui soit leur dernier jour sur Terre. Je crois que revivre encore ces moments difficiles et douloureux, j'étais là quand j'ai eu l'information, j'étais très horrifié quand j'ai suivi la scène sur France 24 et je me suis dit que je ne peux pas être en marge de ce qui s'est passé, dans la mesure où il faut condamner avec la dernière énergie ce qui s'est passé et qui a coûté la vie à nos confrères de Charlie Hebdo. Je ne comprends pas pourquoi, à travers des méthodes relevant d'un autre âge, on essaie de régler des comptes à ces gens-là qui n'ont que leurs pensées, leurs écritoires. Je crois que c'est quelque chose que l'on doit combattre ici, aujourd'hui et pour toujours. Je saisis l'occasion pour présenter une fois encore, puisque j'étais de ces journalistes qui avaient manifesté devant l'ambassade de France pour soutenir le reste de la rédaction de Charlie Hebdo, pour soutenir les familles éplorées, pour soutenir la République française qui était à l'époque frappée par ce deuil. Je crois à mon âme de journaliste que c'est quelque chose qu'il faut condamner, parce que je ne donne pas raison à ceux-là qui ont voulu régler des comptes à ces personnes qui, à travers leur stylo, à travers leur crayon, ont fait un travail qu'on leur ôte ainsi la vie. Je suis contre, je demeurerai contre. Et voilà, Germain, ça donne un peu la chair de poule. C'est vrai qu'on en a parlé peu avant la fin de l'année 2014, lorsqu'il s'agissait des journées portes ouvertes organisées par le Conseil national des patrons de presse sur la sécurité des journalistes. On était au Togo, mais là, à Paris, un pays où on ne peut pas penser que cette situation se fasse surface, c'était un drame total, une psychose en quelque sorte qui demeure dans les esprits et qui un tout petit peu, je ne sais pas si ça va être de nature à freiner l'ardeur d'être journaliste, mais peut-être un facteur galvanisateur. Oui, non, je ne pense pas que ça va freiner l'ardeur d'être journaliste. La sécurité des journalistes, c'est une question préoccupante. D'habitude, les journalistes sont exposés au front quand ils vont couvrir des conflits armés. Et on en a vu qui ont été... c'est ce qui ont payé de leur vie, donc leur métier, l'envie donc d'informer le public. On en a vu au Mali, un peu partout en Syrie, à travers le monde. Les années 2013 et 2014 ont été particulièrement meurtrières pour les journalistes à travers le monde, mais
comme tu le disais, dans un pays comme la France, en pleine ville de Paris, et surtout pour une rédaction qui était menacée et pour laquelle les officiels, les autorités avaient quand même pris la précaution donc d'assurer la sécurité. Donc à travers un policier qui lui aussi a été abattu, je crois que c'est inquiétant. C'est tout simplement le signe horrible de l'intolérance, de ce refus-là d'accepter que la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont des richesses dont jouisse tout le monde. Et donc ce refus-là d'accepter la contradiction et cet extrémisme religieux aussi qui apparaît, parce que ce ne sont malheureusement pas tous les musulmans qui pensent qu'on devrait supprimer la vie de quelqu'un parce qu'il aurait caricaturé leur prophète bien-aimé. Mais malheureusement, il y a des extrémistes qui sont passés très rapidement à l'acte. Et vous avez vu un peu la mobilisation mondiale donc, contre cet acte terroriste, comment la France a été soutenue lors de la marche républicaine, un peu avant, comment des journalistes ici, en deux groupes, se sont sortis pour manifester. Les deux grandes associations de patronat. Oui, et je crois que ce qui a fait plaisir, c'est que finalement, c'est tous les journalistes, qu'ils soient du privé ou du public, qui se sont mobilisés et donc, pour témoigner leur solidarité à leurs confrères français et pour dénoncer donc, ce acte assassin contre la liberté de la presse. Mais je ne pense pas que ça devrait décourager les journalistes. Au contraire, quand vous écoutez les journalistes français, ils sont plus blasés que jamais. Et on ne saurait tuer la liberté de presse. Quand vous écoutez aussi les policiers, j'ai suivi hier l'hommage rendu aux policiers qui sont abattus dans les rues alors que certains ne sont même pas armés. Je crois qu'eux aussi se disent qu'ils ne doivent pas céder à cette peur et qu'ils doivent continuer à faire ce travail-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Alliance contre le terrorisme est là, réelle. On a vu comment le chef d'État se sont déplacés pour aller donc soutenir la France en ces moments de dure épreuve pour dire non au terrorisme. Il ne s'agit pas d'un combat d'un seul pays quand il est frappé contre ce fléau, mais je pense qu'il faut une mobilisation mondiale donc pour pouvoir affronter ce terrorisme et c'est ce qui est en train de se faire. Donc nous ne pouvons que envoyer, comme l'a dit Ildefonse, nos condoléances les plus sincères aux familles éplorées et nous inviter aussi à plus de courage dans l'exercice de notre boulot parce que ce n'est pas facile. Ailleurs, on tue les gens, mais beaucoup plus chez nous. Aujourd'hui, on menace les journalistes, on les moleste aussi parfois. Et ce n'est pas encore la mort, mais je crois que ça aussi, ça fait partie des atteintes à la liberté de presse, à la liberté d'expression. J'invite tout simplement les uns et les autres à la tolérance parce que, comme je le disais tantôt en taquinant un peu Ildefonse, on a besoin d'avoir des opinions différentes. Et c'est de la confrontation de ces opinions-là que les gens se feront une vérité, ou du moins des vérités. Donc, on n'a pas besoin que les gens pensent et disent les mêmes choses que nous. Il faut accepter la contradiction, il faut accepter la pluralité d'opinions, il faut être tolérant. Et j'invite donc les uns et les autres à cela. Et voilà, Ildefonse, par rapport à cette situation qui a prévalu le 7 janvier dernier, c'est vrai, Germain a parlé tout à l'heure de la forte mobilisation mondiale. On a vu des chefs d'État africains qui se sont déplacés à Paris pour soutenir le peuple français. Sauf que ce déplacement est mal vu sur le continent africain, sur les réseaux sociaux. Les commentaires ne font pas de grâce à ces chefs d'État qui ont effectué ce déplacement. Les gens pointent du doigt 2000 morts issus du terrorisme avec Boko Haram au Nigeria et au Cameroun. On a suivi également sur les réseaux sociaux les commentaires du président camerounais Paul Biya qui a fustigé ce déplacement de ses collègues et amis chefs d'État. Quels commentaires vous en faites? Je crois qu'au-delà des condamnations, bien de la condamnation de ce qui s'est passé, j'étais de ceux qui étaient contre ce déplacement de certains chefs d'État africains. Ils étaient au nombre de 6, dont le chef de l'État togolais, M. Faure Gnassingbé. Et ce qui m'a un tout petit peu fait sourire quand je suivais ce grand concert planétaire rempli de tous les dirigeants, c'est le commentaire de nos confrères de France 24 qui disait que parmi ce peloton de chefs d'État africains, il y a des prédateurs de
liberté d'expression dans leur pays. Alors, je me suis focalisé un tout petit peu sur ce qui se passe dans mon pays. Quand on voulait adopter une loi au Parlement et pour un tout petit peu serrer les vannes au niveau de la presse togolaise et que les journalistes ont demandé de manifester, j'ai vu qu'on a déployé la marine. C'est une forme de terrorisme. Alors, j'ai vu également des organes de presse au Togo qui ont été illégalement fermés parce que très critiques à l'égard du pouvoir en place. Alors, quand je vois le chef de l'État togolais marcher, puisque cette solidarité reposait sur 2 points fondamentaux, c'est l'attachement à la liberté d'expression et puis le rejet du terrorisme, du djihadisme et puis de l'intégrisme. Alors quand je le vois défiler, et que dans son propre pays d'ailleurs, il interdit les manifestations, quand dans son propre pays... Il n'a jamais interdit les manifestations. La preuve, hier, on a encore manifesté dans les rues de Lomé. Je sais de quoi je parle. Dans son pays, il refuse que sa population ne jouisse de la liberté qu'il faut. Je me dis que sa présence, moi, ça me dérange. Au-delà de cela, sur le plan purement africain, je ne conçois pas que Boko Haram, en Sardine et les autres groupes djihadistes sèment la terreur et que nos chefs d'État qui ont créé un machin que nous appelons Union africaine, je ne vois pas le travail que fait l'Union africaine pour mettre fin au bordel que sème Boko Haram. Il y a quand même des sommets qui s'organisent pour réfléchir sur les mesures à adopter afin d'éradiquer l'extrémisme. Est-ce que cela a été le cas avec ce que nous avons vu la dernière fois en France? Non. Alors, je crois aussi que la présence de certains chefs d'État en France la dernière fois était une occasion d'opportunisme. Opportunisme politique parce qu'ils sont à quelques pas des élections dans leur pays et ils ont besoin d'un soutien. Alors, tout cela rime à quoi? Je crois qu'il est temps que l'Afrique et ses dirigeants comprennent qu'il faut aussi œuvrer pour la liberté des Africains et non chercher à faire plaisir aux puissances occidentales. Voilà, Germain, par rapport à ce déplacement des chefs d'État africains, est-ce que vous comprenez finalement ce déplacement? Est-ce que vous comprenez ou partagez les critiques que les gens formulent sur les réseaux sociaux? J'ai parlé tout à l'heure du président Paul Biya qui a parlé des 2000 morts de Boko Haram au Nigeria et au Cameroun sans que ses autres amis chefs d'État africains ne manifestent. Bon, Paul Biya, je crois qu'il est dans son rôle. Il s'est engagé à combattre Boko Haram. Il le réussit avec plus ou moins de succès. On l'en félicite, mais il est assez menacé par Boko Haram qui a sorti une dernière vidéo il y a moins d'une dizaine de jours qui le menaçait. Moi, je pense qu'il avait intérêt plutôt à aller en France et solliciter l'appui de la France aussi pour se protéger, pour combattre efficacement Boko Haram. Parce qu'on a vu un peu ce que la France a fait au Mali, je reviendrai tout à l'heure. Mais quand j'ai écouté mon confrère Idelphonse, j'ai été choqué. Parce qu'au même moment qu'il reproche au président africain d'être allé en France, il a dit tout à l'heure qu'il faisait partie des journalistes togolais qui sont allés à l'ambassade de France manifester. Moi, je fais partie du deuxième groupe. Nous n'étions pas à l'ambassade de France. Vous étiez à la place des droits de l'homme. Vous étiez en territoire français. C'est tout simplement dire que vous êtes allé en France, en réalité. Donc, je ne sais pas ce que vous reprochez aujourd'hui aux dirigeants qui sont allés. Non, je pense qu'il faut cesser l'hypocrisie. C'était juste un petit détail. Mais ce que je voudrais dire, ça n'a rien de surprenant parce qu'il s'agit de solidarité mondiale, d'une alliance mondiale contre certains fléaux qui frappent peut-être individuellement certains pays, mais qui vont atteindre les autres pays. La France est allée au Mali. Je crois qu'on ne reprochera pas au président malien d'avoir fait le déplacement. Le peuple malien n'arrête pas de dire sa reconnaissance au Mali.
la France est allée au Mali, elle a envoyé des militaires français ont été tués sur le sol malien, donc je crois que c'était pour combattre le terrorisme, le Mali en est reconnaissant. Quand je vous donne un autre exemple, on parle de Boko Haram. Ici, il s'agit d'un pays qui n'a pas envie de combattre Boko Haram. Si le Nigeria veut combattre Boko Haram, je crois que la communauté internationale veut l'appuyer pour faire ce travail, mais on ne sent pas au niveau des autorités nigérianes qu'elles sont engagées. Je le disais tantôt pour le président camerounais, on sent qu'il est engagé, mais les autorités nigérianes ne sentent pas le même engagement. Et quand on a pris en otage les filles, vous avez vu la mobilisation mondiale, Madame Obama qui a lancé Bring Back Our Girls, qui a été repris même ici au Togo. On a vu comment les puissances ont envoyé des experts au Nigeria pour aider. Donc je pense que ça a été fait, même si les résultats ne sont pas ce qu'on attendait ou traînent à venir. Il y a eu cette mobilisation. Plus grave encore, je parle d'Ebola, qui a frappé le Libéria, la Sierra Leone, Guinée. Et vous avez vu cette mobilisation mondiale. Moi, j'ai eu l'occasion d'être à la dernière session des Nations Unies où Ebola a été décrit tout simplement comme une menace contre la paix et la stabilité. Et la communauté internationale s'est mobilisée. Il y a eu un centre qui a été créé au Ghana pour riposter contre Ebola. Les Américains ont envoyé des gens, les Cubains, les médecins cubains et tout ça. Maintenant, je crois qu'il s'agit des actes de solidarité. Donc, pour moi, c'est tout simplement un faux débat. Nous sommes dans des pays où les oppositions pensent que c'est en France qu'on va chercher le pouvoir. Et donc, on pense que si certains présidents sont allés en France, c'est pour conforter le pouvoir. On a vu comment des leaders de l'opposition aujourd'hui ne font plus un mois au pays. Ils sont tout le temps en France parce qu'ils pensent que c'est en France qui a le pouvoir. Je donne l'exemple de Jean-Pierre Favre pour être fois ici. Et je reviens pour dire que si nos confrères ont choisi d'aller plutôt à l'ambassade de France, c'est qu'ils ont choisi un territoire français pour aller soutenir la France et qu'on n'a pas besoin de nous dire aujourd'hui pourquoi les chefs d'État sont allés. Il s'agit tout simplement d'une solidarité mondiale. Moi, j'espère que le jour où les autres pays auront besoin de la France agira comme elle a agi au Mali. Et donc, pour moi, c'était normal que les autres, qui n'ont pas été invités d'ailleurs, si la France les avait invités, on comprendra. C'est d'eux-mêmes qu'ils ont senti le besoin de faire ce déplacement. Soutenir parce que c'est les Français, voilà, ils ne sont pas seuls. Il y a même des pays arabes qu'on condamne même pour ces gens qui sont allés. Et donc, pour moi, c'est une marque de solidarité. Ce n'est pas une question de mort, ce n'est pas comparer 2000 morts et une vingtaine de morts, non, c'est symbolique, je pense que c'est un acte symbolique et qui est un message qu'on passe un peu à tous ceux qui sèment le terrorisme à travers le monde. D'accord. Et une question d'un auditeur qui dit « Les Africains meurent chaque jour sur les côtes de Lampedusa. Que font ces chefs d'État pour stopper tout ça ?» Je crois que tout à l'heure, le confrère Germain m'a titillé. Je voudrais faire la part des choses. J'accepte que j'étais sur le territoire français en manifestant devant l'ambassade de France au Togo. J'accepte. Mais sauf que je ne suis pas prédateur de la liberté d'expression, comme le chef de l'État togolais. Et je peux aussi comprendre que la différence entre M. Faure-Gnassingbé et moi, Ildefonse Akweki, c'est que... On ne va pas faire une comparaison. Moi, je ne comprends pas qu'il y a eu une dizaine de morts en France et que le chef de l'État togolais se déplace pour aller manifester sa sympathie au peuple français contre ce qui s'est passé en 2005 où il y a eu des centaines de morts dans son pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. La force devait venir alors. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas fait justice. On n'a pas fait justice. La France a fait justice à ces dizaines de morts. Mais au Togo, on n'a pas fait justice à ces centaines de compatriotes. Je crois bien même que ce qui s'est passé en 2005, qui court encore derrière le chef de l'État togolais. Vous savez, si vous l'avez bien entendu sur RFI, le chef de l'État disait qu'il avait hésité plusieurs fois avant de mettre pied en France. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis journaliste. J'ai compris. Et je sais aussi que les indiscrétions ont fait état de ce que il avait été refusé
aux autorités togolaises de prendre part à cette marche. Et c'est à la dernière minute que l'Élysée a accepté. Je comprends le chef de l'État quand il dit que j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité avant de prendre part. Donc voilà la différence. Il y a un auditeur, je crois que c'est pour vous, Idelphon. Salut à vous. Pour moi, que les gens cessent de critiquer le président Faure, car s'il n'avait pas été en France, ce sont les mêmes qui allaient l'attaquer. Je dis qu'à la différence de ce qui s'est passé en France, je n'ai pas entendu le chef de l'État togolais lorsque la marine nous a gazés. Je ne l'ai pas entendu du tout. Alors qu'il était question de doter une institution de régulation de la presse d'un pouvoir qu'il ne devait pas avoir. C'est ça la différence. Très bien. Oui, Germain, avant de vous donner la parole, bon, j'aimerais vous poser une question. Aujourd'hui, c'est vrai que l'attaque a été perpétrée le 7 janvier. C'est vrai, il y a eu une grande marche de soutien au peuple français. Les chefs d'État africains se sont déplacés. Aujourd'hui, ça veut dire tout simplement que c'est par rapport à la mentalité ou à la conception de certaines personnes à régler les comptes aux journalistes, que ce soit avec les armes, que ce soit avec les invectives, que ce soit avec... vous-même, vous avez témoigné dans ce studio la dernière fois, en 2014, lorsque vous étiez au Grand Marché. Quel appel on peut lancer aujourd'hui à tout le monde afin qu'ils comprennent que le journaliste est un leader d'opinion qui ne fait que ses analyses et il revient à chacun de tirer sa part? Non, j'ai déjà lancé l'appel qui était un appel à la tolérance parce que bon, il faut aussi avoir le courage de le dire. Nos confrères de Charlie Hebdo abusaient parfois de la liberté de la presse. Ils n'avaient pas de tabou, ils n'avaient pas d'interdit. Mais nous devons avoir ce qu'on appelle une sorte d'autocensure en notre propre sein pour éviter d'atteindre certains seuils. Mais ça ne justifie pas l'acte. Je pense qu'il n'y a aucun délit, aucun crime qui peut pousser ceux qui se sentent donc choqués ou ceux qui se sentent touchés à supprimer la vie de ceux qui ont commis l'acte. Donc ça ne se justifie pas. Mais là encore, je crois que nous autres journalistes, on doit faire de plus en plus attention. Mais permettez-moi de rebondir quand mon confrère dit que le Togo, pays prédateur de la presse et tout ça. Bon, moi, il m'amuse parce que au Togo aujourd'hui, les prédateurs de la presse, ce n'est pas le pouvoir. Ce sont les leaders de l'opposition. Ceux qui agressent les journalistes, les molestent. Mais ce sont les leaders de l'opposition. Mais quand il parle, je l'écoute, je suis surpris. Je ne vais pas parler de moi-même. Le dernier confrère qui a été menacé, c'est un confrère de l'AFM. Avant lui, des journalistes membres du CST ont pris sur eux d'attaquer des journalistes, de leur arracher leur matériel de travail. Mais on a vu le confrère de RFI, Peter Dobé, pris en compte donc à partie par des manifestants de l'opposition. Aujourd'hui, le leader charismatique, entre guillemets, de cette opposition s'attaque à un journaliste dans un avion, menace donc l'agresse physiquement. Et aujourd'hui, on vient nous parler de Florian Singbe. Non, je crois qu'il faut arrêter. Les Togolais aujourd'hui savent quel est l'état de la liberté de la presse au Togo. On écoute les radios tous les jours. On sait jusqu'où les journalistes peuvent aller, en toute liberté d'ailleurs. Les gens traitent les plus hautes autorités de tous les noms d'oiseaux. Ils sont libres, ils rentrent chez eux. Mais il suffit aujourd'hui de t'attaquer à un Jean-Pierre Fabre, que tu retrouveras des talibans devant toi. Nicolas Lawson, on a fait des frais devant Canal FM après une émission. Lui n'est pas journaliste, Dieu merci, mais les journalistes, donc, quand il décrit cette situation, ça ne correspond à rien. Je crois que le Togo que Idelphonse décrit, où les autorités menacent les journalistes, lui-même, tout le temps, il critique comme il peut. Il est libre, il rentre tranquillement. Qui me disent qu'il est menacé?
les atteintes sur la liberté et sur l'intégrité physique des journalistes aujourd'hui viennent de l'opposition. Il faut qu'il ait le courage de le dire. Maintenant, je ne dis pas que le Togo est totalement libre et a atteint un niveau de liberté de presse à son summum. Quand vous prenez le dernier classement de RSF, le Togo est 76e. Le Togo a gagné 7 places. Le Bénin est 75e, donc juste avant le Togo figure parmi les 20 premiers pays africains où la liberté de presse est assez renforcée. Je crois que le premier pays, c'est le Ghana, qui vient en 20e position sur le plan mondial, et des pays comme la France viennent dans les 36e, 39e position. Donc, je crois que des choses se font au Togo, le cadre juridique, les libertés, il y a plusieurs critères pour juger. Donc, cette liberté de la presse, le pluralisme et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher au Togo, c'est un peu le manque de soutien à la presse, parce que ça aussi fait partie de la liberté. Il faut donner les moyens à la presse de faire son travail. Et quand on voit l'aide de l'État accordée aujourd'hui par l'État à la presse, on peut assimiler cela à une sorte de musellement de la presse, parce qu'on ne donne pas les moyens financier à la presse de son travail. Là, on peut comprendre, mais si c'est la liberté au sens strict du terme, où les gens sont libres de penser, libres de dire, je crois que les auditeurs nous suivent. Ils savent que cette liberté est bien réelle. C'est aujourd'hui l'opposition qui agresse ceux-là qui ne partagent pas les mêmes visions avec elle. Je pense que c'est à l'opposition qu'il faut appeler à plus de tolérance. Aujourd'hui, le terrorisme, s'il existe, les menaces sur les journalistes, si elles existent, elles viennent de l'opposition et non du pouvoir. Très bien, on va aller à la pause, mais avant d'y aller, on va lire ce message. Bonjour à vous, courage et félicitations pour tout le travail que vous fournissez. Je ne suis pas pour l'acte commis par les frères Kouachi, mais il faut que les presses chrétiennes aussi arrêtent de faire la caricature de Mahomet. Depuis quand une presse musulmane a fait la caricature de Jésus-Christ, personne n'est né terroriste. Ils sont tout d'abord musulmans. On les incrimine à tort et à travers, et après on s'étonne que des voitures brûlent la nuit. Je ne suis pas musulman. En tout cas, ça c'est un message qui nous vient d'un auditeur que nous remercions. Voilà. Sur ce, nous allons observer la pause et au retour, nous sommes toujours ici en studio. Nous sommes toujours au plateau de votre émission Grand Jury sur la bande FM 102.7, également sur le web via ebenradio.com et togovision.com, sans oublier Palimé via Radio VGK, à Nehor via Radio Lumière. Bon retour donc à vous toutes et à vous tous. Avant d'aborder le second sujet du jour qui est relatif à la question des réformes, nous allons donner la parole en quelques 30 secondes. On va commencer par Ildefonse. C'est vrai, les auditeurs ont soutenu quand même que la liberté de presse voudrait également que les radios ou les télévisions émettent jusqu'à l'intérieur, ou bien du moins couvrent l'étendue du territoire national, et que là aussi, c'est aussi entravé à la presse. Oui, mais c'est une entrave à la presse. Parce que dans un pays normal, je crois que le droit d'information est un droit inaliénable aux populations. Mais là aussi, il faut parler des moyens quand même, puisqu'il s'agit quand même des radios et des télévisions privées. Je crois que c'est au niveau même de l'institution de régulation de la presse que se pose un problème de fréquence. Vous faites la demande, on vous dit que bon, mais c'est saturé, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, j'ai approché 2 personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient la fréquence pour implanter des radios à l'intérieur du pays. On leur a dit non, mais que c'était pas possible. Et puis tout cela participe à quoi? On ne veut pas que les gens aient ce droit d'information. On ne veut pas que les populations soient au courant des réalités. Vous savez, c'est pour nous un avantage dans la capitale de savoir ce qui se passe. Mais quand vous allez un peu à l'intérieur du pays, les gens sont coupés d'informations. Et c'est ce qui est grave. C'est une entrave à la liberté d'expression, Germain. Ouais, Germain, par rapport à cette préoccupation de l'auditeur qui voudrait bien que les radios et les télévisions couvrent toute l'étendue du territoire national. Il estime que l'entrave aussi vient de là. Non, moi je crois que vous avez su bien dire. C'est une question de moyens. Les gens n'ont pas les moyens d'implanter ces radios. Ce n'est pas une entrave à la liberté. Moi, j'ai eu le privilège de travailler dans une radio qui voulait couvrir tout le territoire national. Bon, nous avions un émetteur ici qui atteignait difficilement Tapamé.
Le propriétaire a acheté un réémetteur qu'il a installé à Tapamé, un autre à Lédio, et donc on couvrait jusqu'à Caracanté, donc on aurait pu couvrir, donc c'est une question de moyens. La HAC ne limite rien, les propriétaires n'ont pas les moyens d'avoir un matériel qui leur permet de couvrir. Et puis, si c'était le cas, vous êtes en train de dire que votre émission est reprise dans certaines villes, pourquoi la HAC n'a pas interdit cela si c'était tant qu'on ne veut pas, on veut que tout reste dans la capitale? Non, je ne pense pas du tout. Mais ce que je voulais dire en termes d'autorisation, mon confrère peut-être ignore ces réalités. Le Togo a environ 80 radios, ce qui est trop pour un territoire comme le nôtre. En Côte d'Ivoire, on n'a même pas 10 chaînes de télévision pour un pays, je ne sais pas combien de fois plus vaste que le Togo, mais ici nous sommes à une dizaine de chaînes de télévision, des télés, des radios qui n'arrivent pas réellement à être des entreprises, parce que le média paie des redevances mensuelles. Si vous allez aujourd'hui à la HAC, c'est des problèmes. Les gens n'ont pas les moyens donc d'implanter leur structure, mais au nom de la liberté, je crois que on permet aujourd'hui pour créer un journal, c'est pas du tout compliqué. Hein? Donc vous avez des centaines de titres, mais combien de journaux sortent réellement? Est-ce que c'est on muselle les journaux pour qu'ils ne paraissent pas? Non, il y a un problème de moyens. Donc je crois que c'est assez complexe. L'autre problème, je parlais déjà de l'aide de l'État à la presse, mais l'autre problème, c'est l'absence de recettes publicitaires. Les gens ne communiquent pas sur les médias. Or, essentiellement, les médias vivent de la publicité. Quand les pubs n'arrivent pas, c'est difficile de payer le personnel, c'est difficile de déployer sa politique qu'on avait. Donc, ce sont des difficultés à la fois structurelle, à la fois financière. Ça n'a rien à voir avec des entraves à la liberté, ça il faut le dire. Et puis le Togo a été le premier pays qui a dépénalisé le délit de presse, où les journalistes ne peuvent pas aller en prison pour avoir dit ou écrit ou dans l'exercice de leur fonction. Et ça il faut le saluer. Donc je pense que décrire ça, dire que des entraves, les radios ne vont pas, non, les radios n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, si vous allez à Sokodé, vous écoutez le club de la presse. Il y a une radio de Sokodé qui reprend le club de la presse. Donc, c'est dire que ce n'est pas ça. Techniquement, les gens n'ont pas les moyens de couvrir tout le pays. Ça n'a rien à voir à des entraves. Et tout est concentré. Quand vous prenez les journaux que nous essayons d'imprimer ici, mais tout reste pratiquement dans la capitale. Quand vous allez à 50 km de Lomé, c'est difficile de voir deux journaux là-bas. À part Sika, qui a pu avoir un circuit de distribution sur toute l'étendue du territoire, mais les autres journaux ne vont nulle part. Donc ce n'est pas une question d'entraver la liberté d'informer. En tout cas, je crois que nous, les promoteurs des médias, qu'ils soient audiovisuels ou de la presse écrite ou en ligne, on doit pouvoir mettre peut-être beaucoup plus de moyens, rechercher les moyens pour étendre un peu notre champ d'exploration. Et très bien, je crois qu'on va dire tout simplement à notre auditeur que les patrons sont à l'écoute et il faut... Ils sont à l'écoute, ils feront vraiment le nécessaire pour essayer d'assurer la présence ou la couverture de toute l'étendue du territoire national. On va clôturer ce sujet. Avant de vous retrouver, peut-être vous voulez réagir, mais avant, on dit pourquoi certains journaux n'ont pas accès à la publicité des sociétés d'État. Oui, ça c'est un autre problème. C'est un autre problème. La publicité en général. C'est un autre problème sur lequel moi je ne voudrais pas m'attarder. Mais tout à l'heure, Germain a parlé de musellement de la presse. Il a fait allusion au fait que c'est pas manque de moyens que certains journaux, certains organes ne sont plus. Mais je voudrais tout juste lui faire savoir que moi, j'ai été muselé. La Gazette du Golfe, dont je suis le directeur de publication, j'ai été muselé pour la simple raison que je vous fais voir cette quittance qui vaut déclaration comme le veut le code de la presse. Et jusqu'aujourd'hui, la HAC, à travers ses premiers responsables, ont refusé de me délivrer mon récépissé. Et il n'y a pas de raison. C'est une forme de musellement de la presse. C'est tout ce que j'ai voulu te dire. Bon, enfin, moi, je ne connais pas le problème que Ildefonse a, mais je crois qu'une quittance
À elle seule ne suffit pas pour donner un récépissé si j'en viens, mais il y a des conditions. Quel genre de conditions? Il faut avoir la carte de presse et tout ça. Tu ne vas pas dire qu'il ne suffit pas d'aller payer 15 000 pour avoir un récépissé. Donc, mais justement, ça c'est un bon débat. J'en arrive. Je dis, bon, je connais bien, pas. Je sais ce qu'on va faire. On va essayer. On va poursuivre rapidement. Ouais. Donc il y a des conditions à remplir, en plus des 15 000 qu'il a bien voulu payer. Et donc je pense que s'il les remplit, normalement, il n'y a pas raison qu'il ne paraisse pas. Voilà. Maintenant, je ne sais pas quel est le niveau problème de son dossier. Mais ce que je voudrais dire, quand les gens disent qu'ils sont critiques, et puis non, je dis non. Il y a des journaux. Moi, j'étais en débat sur une radio consoeur avec Ferdinand Haïté la dernière fois, du journal alternatif. Et je lui disais, et je le lui ai dit plusieurs fois au micro, on peut fermer des journaux, mais toi, je sais qu'on ne peut pas te fermer. Parce que tu travailles avec un certain professionnalisme. Je crois qu'il faut respecter les règles du métier. Même quand vous critiquez, les gens ont comme liberté, tout ça, mais ils sont tranquilles. Ils font leur boulot de temps en temps. S'il y a des dérapages, le correcteur, il y en a plein. Il y a plein de journaux critiques qui n'ont pas de problème. Moi, je pense, je l'ai dit, le musellement de la presse aujourd'hui, au Togo, ça ne vient pas du pouvoir, mais de l'opposition. Ça, je le je voudrais... Ah, En 1 minute environ, et puis on attaque les réformes. Oui, je peux excuser le confrère Germain quand il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Ça, je peux l'excuser. Mais quand il me dit que ceci ne vaut rien, c'est pas la condition pour avoir un récépissé. Non, mais j'en viens. Tu as parlé tout à l'heure, je t'ai vu. Je dis que j'ai rempli toutes les conditions. Et j'étais très surpris d'entendre la présidente du comité juridique, Mme Awizoba, me dire que M. Akbaki, vous avez rempli toutes les conditions qu'il faut. J'ai donné mon OK. Elle m'a amené au secrétariat particulier du président de la HAC. Elle m'a fait sortir une saisie de mon récépissé. Il dit, le président est en mission, il vient, il appose sa signature et puis vous avez votre récépissé. Ce qui suppose que j'ai rempli toutes les conditions. Alors, ce que je ne comprends pas, il y a bientôt 2 ans, que tout semble flou. Quand j'ai fait les démarches avec l'ancien président du CONAP, M. Jacques Djakouti, il peut en témoigner, je crois que je dois vous excuser quand vous dites que vous ne savez pas ce qui se passe. Mais que la HAC soit responsable en me donnant les raisons qui font aujourd'hui que le président de la HAC refuse de me délivrer mon récépissé. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, quand on fait recours à la loi, nous sommes dans un régime de déclaration. Et c'est ce que le code de la presse dit. Vous déclarez. Et je l'ai déclaré contre cette quittance délivrée par la HAC. En tout cas, je crois, on ne va pas aller trop loin dans le débat, mais je crois qu'à la HAC, il y a quand même des gens assez responsables. Peut-être qu'ils sont en train d'étudier actuellement ce dossier. On n'en sait pas de quoi, puisque c'est ce que Germain a dit tout à l'heure. On ne va pas polémiquer autour du sujet, mais on va tout simplement dire si c'est peut-être une pièce qui manque dans le dossier, que vous soyez informé pour... De toute façon, il n'y a pas de journaliste qui dérange au Togo. Au point où on lui... Non, je pense... Moi, je ne dis même pas que je dérange. Mais voilà, donc... Très bien, si vous permettez, on va attaquer le second sujet relatif à... Le Togo dans lequel nous vivons aujourd'hui, on sait de quelle liberté les journalistes jouissent. Les gens dérapent, exagèrent, on a vu sur des radios, des choses inimaginables. On a maintenant que quelques minutes pour le second sujet relatif à la question des réformes. Avant de l'attaquer, je vous propose d'écouter les deux bords qui se discutent la question actuellement sur le plan politique. On va commencer par l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, avec la présidente du groupe parlementaire ANC, honorable Isabelle Ameganvi. Nous ne pouvons pas être les initiateurs d'une telle proposition de loi votée par la même occasion. Cela ne se concevait même pas. Et donc, notre position est contenue dans cette proposition de loi qui revient au groupe parlementaire majoritaire de faire sa proposition à lui aussi pour que nous voyons si nous sommes en déphasage. Je peux dire qu'en réalité, le groupe majoritaire a fait finalement indiquer par sa proposition, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne serons pas le biais de l'amendement, mais souhaiterais qu'un problème préalable relatif à la candidature de l'actuel président de la République soit réglé d'abord avant que de savoir ce qu'il y a lieu de faire avec les dispositions dont il est demandé que les réformes
nous, à notre niveau, nous avons dit, en réalité, les réformes telles que préconisées par l'APG ne conditionnent pas ces réformes-là à une quelconque candidature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, à notre qualité de parti de l'opposition, parlementaire de l'opposition, nous n'avons aucune compétence pour déclarer une candidature à quelque élection recevable ou irrecevable. Et donc, nous estimons que le problème de la candidature devait être réglé par la Cour constitutionnelle qui, sur le fronton de son papier en tête, a mis que sa décision vaut loi. C'est vrai que parmi nous, une proposition avait été faite de ce qu'on puisse permettre au président de briguer encore un autre mandat de 5 ans seulement, mais cette proposition-là émanant d'une partie des signataires, des initiateurs de la proposition a été rejetée par la majorité qui n'en a même pas fait la demande parce que cette proposition-là ne vient pas de la majorité comme contre-proposition à la proposition que nous avions déposée à l'Assemblée nationale. La majorité a rejeté et souhaiterait que les pendules soient remis à zéro pour qu'on puisse briguer encore 2 mandats et finalement c'est à cette condition-là que les réformes se feraient. Et voilà, ce sont les explications du groupe parlementaire ANC par rapport au blocage des discussions à la commission des lois de l'Assemblée nationale autour de la proposition de projet de loi introduite par les députés du groupe parlementaire de l'opposition. Autre son de cloche, c'est bien sûr dans le camp de Union pour la République avec le groupe de la majorité parlementaire et son président, l'honorable Christophe Padjoum Hekou Tchao, que je vous propose d'écouter. C'est là pour dire que la commission n'est pas compétente. On est obligé de saisir la Cour. Vous avez vu tout le temps qu'on a perdu pour saisir la Cour. Là, on aurait pu travailler. On saisit la Cour donne son avis favorable pour dire que la commission est compétente. On revient et ils disent, bon voilà, ils n'ont pas mandat pour discuter, se prononcer sur l'entrée en vigueur de la date des réformes. Ils disent qu'ils n'ont pas mandat. Alors, par ailleurs, ils disent que eux, ils laissent sur la question précise tous les partis politiques dans leur position. Ils disent non, nous laissons cette responsabilité à la Cour constitutionnelle qui va étudier la recevabilité ou non des candidatures. Ce n'est pas une réponse, comme je l'ai dit, c'est la mission classique de la Cour, ce qu'elle fait. Mais quand vous réfugiez derrière une réponse totalement bâtarde, je crois que ça n'a pas de sens. Pour nous, aujourd'hui, c'est clair, l'ANC ne veut pas les réformes. Ils sont là bloqués. À chaque fois, ils font des multiplications pour leur permettre de faire des manifestations de rue, je ne sais pas, mais nous ne sommes pas vraiment animés d'une volonté politique d'aller vers des réformes. On a dit que c'est un arrêt suspensif. Le jour où les positions, les lignes vont bouger, certainement que les travaux pourront reprendre. C'est l'ANC, s'ils mettent de l'eau dans leur vin, si entre-temps leurs idées changent et qu'ils évoluent, on reprendra. Pas des réformes. Pourquoi avait-elle voté le projet de loi le 30 juin 2014? Et si UNIR ne veut pas les réformes, pourquoi le gouvernement avait-il introduit le projet de loi rejeté le 30 juin? 2 questions, Germain. Commentaire? Moi, je crois qu'on a commenté cette affaire depuis un an. Bien sûr, mais ça reste encore. Hier, il y a eu des sorties médiatiques, des points de presse. Il y a également eu une marche. Non, nous sommes dans un jeu politique qui dit pas son nom. Parce que pour moi, le CPDC a réglé tout cela. Quand vous prenez la dernière réunion du CPDC en date du 1er décembre 2011, la limitation était acquise. Le CPDC avait proposé une disposition transitoire de clarification. Mais ceux qui n'étaient pas au CPDC et qui ont dit que c'était des plaisanteries au CPDC, aujourd'hui, ils font tourner les autres en rond. Donc, pour moi, si l'ANC a le courage de dire, parce que l'ANC, le problème qu'elle a aujourd'hui, c'est d'avoir dit aux gens, Faure ne peut pas être candidat en 2015. Aujourd'hui, aller dire que bon, on a échangé, on a discuté avant d'adopter la loi et bon, donc ils ont dit aux gens la loi est rétroactive. Ils l'ont affirmé, ils ont bloqué des discussions à divers cadres, notamment récemment à Togo Télécom 2 et puis finalement récemment donc à la commission des lois. Donc je pense que ce parti doit avoir le courage d'assumer et de dire bon voilà, nous avions dit cela avant. Aujourd'hui, nous pensons que pour donner une chance aux réformes, nous avons opéré un virage et puis on avance. Les autres partis qui donnent leur avis sur cette question de rétroactivité de la loi, tout le monde sait que la Cour constitutionnelle existe, mais il s'agit de consensus politique.
S'il n'y a pas consensus, UNIR qui introduit. Et puis, bon, malheureusement, UNIR n'a même pas la majorité requise pour modifier la Constitution. L'ANC et les autres partis n'ont pas. Donc, il faut un consensus. Et si l'ANC ne veut pas chercher ce consensus, je crois que les débats vont toujours traîner. Mais je dis qu'il y a 4 ans, le 1er décembre 2011, cette question avait été réglée. Si le cas et l'ANC était au CPDC, je crois que les réformes devaient avoir lieu déjà en 2011. Donc les gens ont perdu le temps au Togolais jusqu'en début d'année 2015. Et s'ils veulent continuer pas perdre le temps, bon, nous on est là, on va observer. Très bien. Et pourquoi UNIR n'a pas pu faire les réformes quand il avait signé l'accord avec l'UFC? Les députés de l'ANC n'étaient pas à l'Assemblée en ce moment, si je ne me trompe. C'est l'auditeur qui le dit, Alphonse. Non, mais moi je ne veux pas commenter le truc les propos de l'auditeur. Mais je voudrais faire remarquer que les réformes ne sont pas une faveur ni une demande que l'opposition fait au chef de l'État. Je parle du chef de l'État parce que c'est lui qui, au niveau de RPT de l'époque, avait signé l'APG. Donc ce n'est pas une faveur ni une demande, mais c'est une exigence. C'est une nécessité pour consolider la démocratie, pour consolider la réconciliation et la paix sociale. Si 8 ans après, nous sommes encore à la case de départ, je crois bien que, en faisant l'analyse des choses, on doit se rendre compte que les gens ont fait preuve de mauvaise foi et de manque de volonté politique. Pourquoi? Parce que quand on remonte le cours de l'histoire, après la signature, ou bien avant même la signature de l'APG, il faut dire que, au sortir des élections de 2006, d'avril 2006, les acteurs politiques ont senti le besoin. Ont senti le besoin de remettre le pays sur les rails. Et il a fallu qu'on signe l'accord politique global. Je rappelle en passant que la légitimité du chef de l'État, M. Fournier-Singbe à l'époque, n'était pas ce qu'il fallait. Et l'accord politique global l'a remis sur les rails. Je rappelle également qu'en 2005, au sortir des élections, il y avait eu des tensions dans le pays. Et c'est pour apaiser le climat social et consolider la démocratie, la paix sociale, que cet accord a été signé. En 2009, avant la présidentielle, le chef de l'État, s'adressant à nos confrères de Liberté FM, a dit qu'il fera les réformes avant la présidentielle de 2010. À la veille des législatives de 2013, avec l'ambassadeur des États-Unis, Monseigneur Bariga, et puis le président Goodluck Jonathan Alassane Ouattara, le chef de l'État a encore pris l'engagement de faire les réformes après les législatives. Mais si aujourd'hui on se rend compte que c'est le chef de l'État qui, au lieu de respecter sa parole d'homme d'État et laisser le projet de loi tel que déposé au Parlement prendre son cours, met en place une commission, on se rend compte qu'il y a eu une mauvaise foi, doublée de manque de volonté politique. En tout cas, on comprend parce que finalement, il y a un blocage à l'Assemblée au niveau de la commission des lois. Quel appel aujourd'hui en 30 secondes? Je n'ai pas fini. Et si j'écoute tout à l'heure le chef de file, ou bien le président du groupe parlementaire UNIR, qui doit l'ANC comme étant le parti qui bloque les discussions, je veux juste vous faire part de communiqué de l'ADI qui, entre-temps,
avait le même langage, mais qui s'est rendu compte finalement que c'est UNIR qui bloque les travaux. Je vous renvoie à son communiqué. Voilà, en 30 secondes, Oui. c'est vrai, comme je le dis, les travaux sont bloqués à la commission des lois, si tant est que les réformes sont impératives avant l'élection présidentielle, donc dans quelques mois, deux mois et demi. Quel appel on peut lancer pour que les deux parties se comprennent, arrivent à concilier leur point de vue pour avancer? Bon, est-ce qu'il faut un appel? Non, les deux parties savent que elles ont besoin de consensus. Mais quand le confrère parle du chef de l'État, je ne sais où, dans quel article de la Constitution le chef de l'État peut réviser une Constitution. Non, est-ce que j'ai dit, Oui. j'ai dit, il a posé sa signature au bas de l'APG, Bon, qui demande... Est-ce que tu es sûr que c'est le chef de l'État qui a signé? Ah bon? On n'a que quelques petites Mais secondes voilà finalement. l'accord que j'ai là. Ouais. On n'a que quelques petites secondes finalement. Voilà que j'ai Au niveau des l'accord. signatures pour le RPT, Fort et Sozimna Nyasingbe. oui, fais-moi voir ça. C'est lui qui a signé. Fais-moi voir ça. Si vous permettez, ce jeu va nous perdre tout simplement le temps. Avant de clôturer cette émission, je propose de vous donner les nouveaux prix depuis hier à la pompe. Le chef Par de rapport, l'État, si vous non, permettez. je crois que ça n'existe pas. Ce que je voulais dire, Oui. entre-temps, C'est Fort Nyasingbe qui a signé. ce que je veux dire entre-temps, le président ne revise pas la Constitution. En quelques secondes, C'est l'Assemblée ou le peuple. voilà. Maintenant, on demande un consensus. Nous sommes dans le cadre de la CEDEAO. 6 mois avant les élections, Il faut un consensus. consensus. Le consensus politique aujourd'hui, l'écart a fait un effort à proposer, UNIR a proposé, Il faut que l'ANC l'ANC ne propose. propose rien, l'ANC dit la Cour constitutionnelle. Non, je crois qu'il faut être responsable. À partir du moment où vous n'avez pas pu avoir une transition, le CST, quand il a été créé, il voulait une transition, il ne l'a pas obtenu. À partir du moment où vous ne pouvez pas obtenir aussi que Faure ne soit pas candidat en 2015, il faut avoir le courage de dire à vos militants, bon, nous pensons que Faure va être candidat, nous nous entendons sur les réformes, on fait tout ce qu'on veut, puis on avance. L'essentiel, c'est que le verdict des urnes traduise effectivement le vote des citoyens. Donc pour moi, c'est un jeu. Quand on dit l'ANC bloque, l'ANC dit non, la Cour constitutionnelle, il faut s'entendre le consensus, il faut le trouver, Voilà. il ne faut pas laisser les autres. Alphonse, en 30 secondes pour finir. Un appel, en 30 secondes. Non, je crois que il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu que les choses se passent comme cela se passe. Il faut que les gens respectent leurs paroles données et puis Ce sera fait. suffit. Voilà, donc merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de ce premier numéro. C'est vrai, le temps qui nous est imparti est tellement insuffisant, mais nous allons voir dans quelle mesure on va revenir pour mieux vous satisfaire. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Au revoir. Demain, même fréquence, même heure pour le rendez-vous, même émission. C'est fort.